Eh bien, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il va venir au Festival des Rencontres de l'Inconnu 2026 pour la troisième année consécutive. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre ami Jean-Louis Lefebvre. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, bonjour Violette, bonjour tout le monde. Comment ça va? Très bien, Bon. très bien. Alors Jean-Louis, tu vas nous parler de ton actualité parce que maintenant les gens te connaissent, ils savent que tu es astrophysicien, enfin ils savent déjà plein de choses de toi. Ouais. Mais donc ton actualité, ça va être de nous parler un petit peu de ce qui est en préparation à l'écriture et Nom ce de qui est Zeus. même déjà écrit. Oui. Et ce ne sera pas un scoop de dire que voilà encore un nouvel écrivain que nous allons publier avec Patrick. Voilà, La Lumière d'Orion, c'est le premier opus qui va sortir, puisque pour toi, c'est un peu comme pour EVA, on se prépare à une collection. Ah oui, très bien, oui. Voilà, Effectivement, une collection qui s'appelle L'empreinte des mondes. L'empreinte des mondes, voilà. c'est ça. Collection Aux éditions Louis Courteau. Édition Louis Courteau, exactement. Dont j'ai la joie, l'honneur et l'avantage d'être maintenant directrice de collection, et ça me réjouit parce que ça me permet effectivement de faire entrer des gens que j'aime, que j'apprécie et qui, à mon avis, ont vraiment voix au chapitre et qui ont un mal fou à trouver des éditeurs intéressés, on va dire. Oui. On va pas être plus méchant que ça. Donc, je suis ravie que Patrick ait été conquis en fait par ce que tu proposes. Ben, Et voilà. Donc, également, Patrick on l'a déjà dit, c'est une belle personne, donc je suis ravi aussi de collaborer c'est une très avec belle personne. ouais, ouais, C'est vrai, avec c'est une très l'édition belle Louis personne. Courteau. Ouais. Donc voilà, on vous le dit. Donc Jean-Louis, je vous l'ai dit pour EVA, mais ce sera également le cas pour Jean-Louis. Tous les deux seront édités au mois de mai prochain. Et donc tous les deux auront un livre à vous proposer au Salon du Livre des Rencontres de cette année 2026. Et indépendamment de ça, évidemment, Jean-Louis va encore nous faire une conférence cette année. Alors une conférence, on va dire, d'actualité. D'actualité. Voilà. Je pense qu'elle le sera encore après, parce que ça va rebouger d'ici là. Oui, ça va, on va apprendre sûrement des choses nouvelles aussi. Oui. Donc, comment va s'appeler ta conférence, Jean-Louis? Alors la conférence va s'appeler D'Oumuamua à Troy Atlas. D'accord. Donc le sujet en fait c'est les, les objets interstellaires. Voilà. En fait c'est un grand thème qui ouvre un tas de paradigmes, un tas de portes sur la notion d'altérité et d'habitabilité des mondes, des mondes inconnus. Et voilà, donc Oumuamua, Borisov et Troy Atlas sont là pour témoigner de justement cette altérité. Hein. C'est des objets extrêmement particuliers, qui ont des comportements très bizarres, très voilà. Erratique un peu. Erratiques, et qui nous informent d'un tas de choses sur, sur le fait qu'en fait, en dehors de notre système solaire, ben, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ça ne fonctionne pas comme au sein de notre système solaire. Il y a des variables d'ajustement en fait dans d'autres systèmes stellaires, de là où viennent ces trois objets, ils ne viennent pas du tout des mêmes. Et c'est là la grande course à l'échalote, si je puis dire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les autres systèmes stellaires ne fonctionnent pas comme le nôtre. Et en fait, ce sont des traceurs, hein, ces objets interstellaires sont des traceurs de cette altérité. Et voilà. Donc, bon, évidemment, on évoquera l'idée que ces objets pourraient être des objets plus qu'interstellaires, des objets exagènes, pourrait-on dire. Des objets, oui, des objets galactiques. Objets galactiques, enfin voilà, plus ou moins pilotés, plus ou moins orientés, etc. Parce qu'il y a, voilà, il y aurait certains particularismes qui étaient bien visibles sur Oumuamua, moins sur Borisov et pas mal sur Troy Atlas, mais voilà, je vais essayer de déminer un peu tout ça. Oui. De démystifier aussi peut-être un peu. De le démystifier aussi, mais on va garder une part d'inconnu justement, une part de mystère, parce que tout ne sera pas dit, tout n'est pas dit.
là, on a un énorme télescope qui est entré en service, qui s'appelle le Vera Rubin, qui est installé sur une montagne à plus de 2000 mètres au Chili. Mhm. Alors, télescope, en fait, c'est un énorme appareil photo qui fait 8 mètres de diamètre et à peu près 2-3 000 tonnes de masse mobile. Alors pourquoi le Chili? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Le Chili, c'est parce que en astronomie, on recherche absolument des conditions de ciel. Alors déjà, il nous faut pour rentabiliser des instruments de ce calibre-là, c'est des instruments qui frôlent le milliard de dollars ou le milliard d'euros, même parfois plus, beaucoup plus même. Et donc il faut, on ne peut pas installer des instruments comme ça sur des sites qui sont peu souvent dans l'année dégagés avec des ciels purs, etc. Donc, et en plus de ça, comme on travaille beaucoup dans l'infrarouge, de plus en plus, il nous faut des ciels qui sont très 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 secs. Et une des régions les plus sèches du monde, c'est la cordillère des Andes, Hawaï, les Canaries. Voilà, c'est principalement ça. En dehors de ça, alors on a curieusement aussi le Maroc, mais pas où est installé au Caïmanen, l'Observatoire national marocain, mais plus sur la partie pré-désertique, là, du côté d'Ouarzazate. D'accord. On fait partie des meilleurs cieux du monde. On appelle ça. Qui sont à la fois dégagés et secs. Voilà, dégagés et secs. Pour rentabiliser des instruments comme ça, il faut 300-320 nuits au moins dégagés dans l'année. C'est ce qu'on trouve dans ce genre d'environnement. Oui, mais il ne suffit pas que ce soit dégagé. Par exemple, aux Antilles, où c'est hyper humide, ça n'irait pas. Non. Dans toutes les zones tropicales, ça ne va pas. Oui, quand c'est très humide, déjà ça fait souffrir énormément le matériel. Oui, on peut l'humidité, ça oxyde les métallisations qui sont sur les miroirs. Déjà, ils sont refaits quasiment tous les ans, tous les années et demi, 18 mois à peu près. C'est un travail considérable. Mais là, on serait obligé de le faire beaucoup plus souvent que ça. Un travail et puis un coût. Hein. Puis un coût, et puis bon, ça oxyde les miroirs. Et puis la vapeur d'eau, elle filtre beaucoup de rayonnements lumineux, en particulier les infrarouges. Donc ça nous interdirait l'utilisation d'une frange spectrale beaucoup trop importante. D'accord. Voilà. C'est bien d'avoir ces explications parce que c'est vrai que quand on est néophyte, qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas nécessairement pourquoi, mais donc là on comprend bien pourquoi il faut ce type de ciel pour pouvoir faire des analyses qui soient fiables. Et puis j'oubliais aussi la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, bien évidemment, elle gagne énormément dans le monde. On a en France un observatoire national. En mégapole, c'est pas possible. Oui, c'est certain. L'observatoire du Pic du Midi, qui est à presque 3000 mètres, de 1977 mètres dans les Pyrénées, il est dégagé, il a des ciels dégagés purs, 60-70 nuits par an seulement. Oui, seulement. Donc, le plus gros télescope qu'il y a là-haut, c'est un 2 mètres. Ça ne le rentabilise pas pour autant, mais par contre, quand c'est dégagé, on a les meilleurs sites planétaires. C'est pour faire au Pic du Midi, on a des cieux qui sont extrêmement stables. Et là, on peut faire de l'imagerie planétaire à haute résolution. Il n'y a quasiment que là au monde où on peut le faire. Voilà. Et puis, on a un autre observatoire en France, l'observatoire de Haute-Provence. Mais là, la pollution lumineuse avec Aix-en-Provence, Turin, etc., Marseille et compagnie. Cet observatoire qui est un 2 mètres aussi. Le 193, il est plus utilisé maintenant que pour tester des expériences qu'on montrera après au Chili. D'accord. Ok, c'est très intéressant d'avoir ce type de... Et alors donc, toi, dans ta conférence, tu vas nous parler de plus précisément de quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas ou sans... Je vais, puisqu'on parlait de l'instrumentation, je vais commencer par déjà reparler un petit peu, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est tellement important de cadrer un petit peu les capacités de détection de l'œil humain, savoir ce qu'il est susceptible de voir. La frange spectrale qui nous est accessible, qui est une toute petite fenêtre qui nous permet de regarder l'univers mais à travers un trou de serrure. Et puis parler d'optique instrumentale, puisque les télescopes, même les plus gros télescopes du monde, on a un 39 mètres, on va passer, je ne sais pas si vous imaginez le bond, la rupture paradigmatique qui est en train de se mettre en place. On va passer, le plus gros télescope du monde, c'est un 10 mètres 40 qui se trouve aux Canaries justement, le télescope Gemini. On va passer de 10 mètres à 39 mètres, 40 mètres de diamètre, c'est pas multiplié par 4 en fait. Donc ça c'est celui du Chili. Oui,
Oui, celui-là il serait au Chili, oui, oui, oui. Il s'appelle l'ELT, au début il s'appelle l'EELT, et c'est un télescope européen. Et cette fois-ci, on va dépasser les Américains, parce qu'ils seront à la traîne derrière, ils construisent à 29 mètres. Bon, c'est déjà considérable, mais voilà. L'ELT, il aura une masse mobile. C'est bien de mettre en exergue l'Europe pour une fois, surtout par rapport aux Américains. Oui. C'est quand même intéressant. On peut se poser des questions aussi par rapport à ça. C'est quand même, moi, ça m'interroge. Comment ça se fait que la NASA ne suit pas, ou ne devance pas, même, je dirais. Il y aurait beaucoup à dire sur la NASA. Oui, voilà. Non, mais voilà, ça remet des choses en perspective. Ça met des choses en perspective, et puis en fait, je vais décoder avec vous les capacités optiques des instruments professionnels, en particulier cette classe instrumentale, et je vous expliquerai ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir, même avec le 39 mètres. S'il avait été en place au moment où Troy Atlas est passé, je vous expliquerai ce qu'on aurait pu voir et pas voir justement de cet objet-là. Donc il y a beaucoup de choses à déminer même par rapport aux images qui ont été produites abondamment sur les réseaux sociaux qui sont des... Oui, dont on sait qu'il faut se méfier, puisque maintenant avec l'IA, on fait tout et n'importe quoi. Oui, et puis encore une fois, l'optique géométrique, c'est une science, je veux dire, c'est de l'optique, elle est la même partout dans l'univers baryonique. L'univers baryonique, c'est notre univers à nous. Les lois de l'optique sont les lois de l'optique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand je voyais circuler des images avec des détails de Troy Atlas, moi ça me fait bondir. Donc tout ça, je vais le dénouer avec vous. C'est bien effectivement que tu en parles, parce qu'on voit justement tellement de choses qu'on pourrait prendre pour argent comptant, étant néophyte, on peut le prendre pour argent comptant, alors que toi, avec ton œil de scientifique, tu peux nous dire, attention, là, faut pas croire non plus tout et n'importe quoi. Non, il faut... surtout en particulier avec l'arrivée de l'IA, mais pas que, on est en train de perdre notre discernement, c'est-à-dire qu'on est surinvesti par des masses de données dont on n'arrive plus à extraire le vrai du faux. Le vrai du faux, c'est ça, c'est un vrai problème ça. Et donc la grosse... comment dire, le challenge. Mais voilà, exactement, le challenge qui se présente à nous d'ores et déjà, c'est d'apprendre à garder son discernement. Et pour garder son discernement, et en particulier dans ces domaines-là, il n'y a pas d'autre solution, il faut avoir des connaissances scientifiques. Autrement, on part. Donc il faut pas laisser Madame Chombier raconter, voilà, parce qu'elle n'est pas en mesure, Madame Chombier, de savoir si ce qu'elle voit est de l'ordre du réel ou de l'ordre du fabriqué avec une IA, etc. Voilà, donc les gens ne croyez que des scientifiques, que des gens qui sont habilités. Alors évidemment, quand je dis des scientifiques, des vrais scientifiques, pas des scientistes, on est bien d'accord. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de retomber dans tout ce qu'on est allé sur la Lune, faire des trucs extraordinaires, machin patin couffin, avec des casseroles et des manches à balai, comme on l'a fait en 69, paraît-il. C'est pas ça qu'on dit. C'est pour ça qu'il y aurait beaucoup à dire sur la NASA. Voilà, donc c'est pas ça qu'on dit, oui. D'ailleurs, comment il s'appelle, le cinéaste, son nom m'échappe, ça va me revenir. Stanley Kubrick a dit tout ce qu'il y avait à dire, je crois. Il a dit que toutes les images avaient été tournées en studio par lui. Donc je pense qu'il est mort très peu de temps après dans des conditions très curieuses. Et donc une fois qu'on a dit ça, on a compris. Et donc voilà, on n'est pas en train de dire qu'il faut croire tout ce que dit la NASA, machin et tout. Non, pas du tout. On dit simplement qu'il faut faire attention à ce qu'on nous propose comme image et s'en référer à des gens qui ont des connaissances scientifiques en matière d'astronomie pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Hein, donc il faut... il ne s'agit pas, encore une fois, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas faux, tout n'est pas... on ne nous dit pas tout en science. Il y a des choses bizarres, mais il y a des choses qui sont fonctionnelles. Donc ces choses-là, il faut appuyer dessus. Et c'est celles-ci d'ailleurs qui servent à déminer tout ce qu'on est en train on a vu apparaître autour de Troy Atlas en particulier. D'accord. Okay. En tout cas, c'est très intéressant. Je trouve également intéressant ce que tu disais tout à l'heure à propos de notre spectre visuel. Il faut rappeler que nous avons un spectre visuel qui est celui de l'humain, il est ce qu'il est,
mais que ce que nous voyons, ce n'est pas l'intégralité de ce qu'il y a à voir. Non, voilà, il faut vraiment enfoncer le clou avec ça, et surtout pour tous les gens bien intentionnés qui continuent de dire malgré tout, je ne crois que ce que je vois. Bah oui, mais ce que tu vois, c'est rien du tout en fait. Donc arrête de ne croire que ce que tu vois et ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Ouvre ta conscience. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, tout le monde sait qu'il suffit de prendre ton chien, tu vois bien qu'il n'a pas le même spectre olfactif que toi, parce qu'il est capable de sentir des choses, des cadavres, de la drogue, du fric. Toi, tu as beau faire ça, tu le sens pas, hein, mais eux, ils le sentent. Donc, si c'est vrai pour le nez, c'est également vrai pour les oreilles, c'est vrai pour les yeux, c'est vrai pour le goût, c'est vrai pour plein de choses. Donc, tout ça, voilà. Ça s'appelle du bruit, en fait, du bruit intellectuel, du bruit mental, du bruit cognitif, du bruit scientifique. Tout ça, ça s'inclut dans le bruit. Et c'est la connaissance du bruit qui permet de d'éliminer, en fait, qui permet de garder le discernement. Et donc, rebondissons, si vous le voulez bien, sur les éditions, sur les livres qui... Exactement. Puisque alors le premier opus qui s'appelle Orion, la matrice des origines, c'est vrai que c'était un livre, je me suis même surpris moi-même. On se surprend toujours soi-même, quand on se relit, on est toujours très étonné de ce qu'on a écrit. Enfin, moi, ça me le fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'on commence à soulever un coin du voile, et puis on se dit, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, pas perçues, et puis on se retrouve avec une pièce de puzzle, à la fin un puzzle entier qu'on n'imaginait pas au début. C'est considérable. Et vous verrez que dans cet opus, on ira explorer des choses tout à fait en cosmogonie, en cosmologie, en ethnographie, en ethnobotanique. Il y a tout un chapitre sur l'ethnobotanique, justement, Hopi. Je prends l'exemple des Hopi, et je vois que je vais basculer ça sur les... Ouais, ça me donne l'occasion, ce que tu dis, de rappeler que tu es aussi ethnobotaniste. Oui, ethnobotaniste. Voilà, et que tu t'intéresses énormément aux plantes et aux bienfaits des plantes. Et, voilà. Et puis surtout le lien de l'homme avec les plantes et des plantes avec l'homme. Et vous verrez que j'ai basculé ça avec les travaux de Christophe Soyer sur les dolmens du Lot. Et moi-même, j'étais surpris des choses que j'ai fini par mettre en place. Ça crée des sacrées ruptures cognitives. Voilà. Et puis à la fin du livre, en fait je vous le livre, je vous le spoil au fur et à mesure que les écrits se déroulent. Vous verrez à la fin qu'il y a une série de révélations assez stupéfiantes à propos de Orion, cette fameuse matrice des origines. C'est pas qu'un titre. C'est plus qu'un titre. Voilà. Et ça, je veux bien le croire. Et on est pas mal à en être convaincus déjà, je crois. Nous avons aussi Mathieu Lavaux et Cathy Maury qui sont très, très, très branchés avec Orion aussi et qui révèlent pas mal de choses concernant Orion. C'est une constellation très particulière, Orion. C'est une zone de la galaxie. Nous, on voit ça sous forme de constellation, une zone dans le ciel. En fait, c'est une zone de la galaxie, dans un bras particulier de la galaxie qui est singulière et vis-à-vis de laquelle on est intimement connecté. Oui. Alors moi, je le confirme parce que alors là, c'est de l'ordre du ressenti et de l'intuition en ce qui me concerne. Mais chaque fois que, d'abord cette constellation, c'est une de celles que je reconnais immédiatement dans le ciel. C'est-à-dire, je la vois, je sais tout de suite, c'est Orion, je sais où est Rigel, où est Bellatrix, où est Beltégueuse, etc. Immédiatement, je les identifie tout de suite au premier coup d'œil sans avoir à me torturer l'esprit. Et chaque fois que je la regarde, je me dis, c'est de là que je viens. À chaque fois. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Eh bien, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi ton ressenti est tout à fait juste. Voilà. D'ailleurs, quand vous prononcez dans votre tête Orion, cette vibration, ce mot-là, ce verbe, il a une vibration particulière. Et il parle à notre ADN, il parle à notre cellule. Mais il commence par or déjà. Oui, putain, j'avais pas pensé à ça. Or. Déjà, or. Ça veut dire beaucoup. Surtout que j'ai glissé un peu, malencontreusement, j'ai glissé, chef, sur un petit peu d'alchimie dans le livre. C'est tellement lié. Voilà. C'est tellement lié. Donc oui, moi, Orion, vraiment, c'est une constellation. C'est la constellation qui me parle le plus, c'est elle, quoi. J'ai vraiment la sensation que c'est de là que je viens. Je te dis,
Je peux pas l'expliquer, hein. Moi je Ouais. ne suis pas une scientifique comme toi, donc je n'ai pas d'explication, mais c'est bien que tu la donnes. Mais vous aurez toutes les explications scientifiques, cosmogoniques, ethnographiques, etc. Enfin, D'accord. donc ça, c'est un essai, hein, c'est une proposition que je fais, que nous faisons avec Christophe Soyer aussi, avec ses travaux sur les mégalithes lotois. Mm. Je connais un peu Christophe Soyer, Ouais, donc ça va. pareil. Pareil. Je sais pas trop où il est, mais... Derrière la caméra, Ah, peut-être. peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. Et alors, bon, ça c'est un essai multispectral, pluridisciplinaire, mais qui est assez doux, on va dire. Voilà, ça ne va pas vous demander de vous arracher la tête pour le lire. Par contre, ce qui arrive après, cher public attentif et passionné, c'est toute une série qui s'appelle Exogène, Ouais. Rupture avec le réel. Mhm. En 4 tomes, donc le livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, que je compte bien. Et, Oui. On voit que tu as fait maths sup. Oui. Le livre 1 et le livre 2 sont terminés, ils font chacun 300 pages à peu près. Donc on aura une collection là, C'est ça. d'à peu près 1200 pages. Alors là, c'est d'ailleurs son sous-titre, il n'est pas en première de couverture pour ne pas vous faire peur. Son sous-titre, c'est « La science est convoquée, petit traité de science appliquée à l'usage des ufologues ». Là, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Et quand je vous parlais de bruit tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi le bruit est fondamental en sciences expérimentales et en particulier en astrophysique et en particulier en ufologie. Une méconnaissance du bruit, comment dire, c'est très très délétère par rapport à cette discipline, parce que ça nous entraîne, ou ça entraîne les ufologues, dans des délires. Des délires. Oui, des délires, mais je suis d'accord, parce que des fois j'en entends, je me dis c'est quand même du délire. Je suis d'accord avec toi. Donc là pour ça que ça fait 1200 pages, je vais tout expliquer. Il y a le tome 4, il y a même un cahier technique avec des expériences de sciences expérimentales qui seront toutes, voilà, c'est des ateliers ou des ateliers de sciences expérimentales en biochimie des sols, en bioindication, donc on travaillera sur les plantes. Vous verrez qu'on va même toucher des choses un peu bizarres auxquelles on s'attend de toute façon, tous. Alors, biochimie des sols, quand tu prononces ce mot-là, biochimie des sols, moi j'ai un nom qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Braji Belovac. Ah, oui, voilà. oui, effectivement. Qui en parle pas mal, justement, lié à... Alors lui, il parle du Bigfoot, il parle de... Voilà, voilà. Mais c'est tout de suite, ça me met là-dessus, quoi. Alors on va tout explorer. On va explorer la biologie, la botanique, la physique, l'astrophysique évidemment, la chimie, mais aussi toutes les neurosciences. Il y a un certain nombre de chapitres qui s'appellent, ce chapitre 8, je crois de mémoire, je ne sais plus, ou section 8, qui s'intitule Neuropsychophysiologie. Et là, on rentre dans toutes la science déjà, parce que c'est une discipline scientifique. Et puis ça, on est à la frontière, on est dans des sciences frontières avec la parapsychologie. Enfin, il y aura tout un travail il y a tout un travail sur les protocoles d'état modifié de conscience, avec le remote viewing, avec l'induction hypnotique d'une certaine catégorie, qui nous permet de. Et donc là, le nom qui nous vient, là, c'est Fabrice Bombard. Voilà, Fabrice Bombard, effectivement, qui est au courant du travail qui est en cours. Voilà, donc c'est extrêmement riche, c'est c'est vraiment d'après Fabrice Bombard qui a lu le premier opus, c'est l'idée que je m'en fais, c'est vraiment une bible, une encyclopédie de sciences appliquées pour l'ufologie. D'accord. Voilà, donc avis aux amateurs, hein, mais bon, je sais qu'il y en a pas mal quand même, hein, des amateurs. Hein, alors j'ai essayé, ça ne s'adresse pas aux scientifiques, hein, mais oui. les gens qui ont une formation universitaire en sciences seront plus à l'aise évidemment, mais ça s'adresse aussi à tous les ufologues curieux qui veulent se mettre à faire ce que j'appelle l'ufologie de nouvelle génération, ce que promet Evilob justement
qui a fait ce travail sur Homo Amoa et aussi Troy Atlas. C'est une science prospective et on n'est plus du tout dans l'ufologie qu'on connaît jusqu'à maintenant. J'ai envie de dire à la papa. À la papa. Voilà. Voilà. Où on tourne en rond avec des rondes et des rites incantatoires en se racontant toujours la même chose. Oui, c'est ça. Là, on grandit un peu, on mûrit, et puis vous aurez tous les outils. Pour celui qui veut faire de l'ufologie scientifique, il aura une boîte à outils qui s'appelle Exogène, rupture avec le réel. Super, super Jean-Louis. Ben écoute, merci pour cette interview qui était très riche et très intéressante. Je pense que ça va passionner nos habitués et ceux qui devraient s'habituer. Ouais. Et puis, je t'embrasse Jean-Louis, je te dis à bientôt je vous embrasse. pour une prochaine émission peut-être. Oui, et puis, je pense qu'il y en aura une certainement avec Patrick. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et puis, voilà, les amis, je vous souhaite une belle soirée. Nous sommes le 31 décembre, donc une belle nuit du changement d'année. Ouais. Voilà. On vous embrasse et on vous dit à l'année prochaine. Au revoir.